Culture Soccer. Culture Soccer. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau podcast de CSA l'érable, le podcast 100% dédié au soccer canadien. Il est là et c'est le seul podcast francophone dédié au soccer canadien. Comme d'habitude, un de vos hôtes, Adi Raphaël, toujours là, toujours présent. Et je suis rejoint par, bien évidemment, Daniel Cameron, mon compagnon de chasse. Salut Daniel, ça va? Oui, salut Hadi, je te remercie. Toujours un plaisir, ça va bien, et toi? Ouais, ça va, ça va. Écoute, beaucoup de choses. On est très Moi, je suis très fatigué de ma semaine de travail, mais n'empêche, je suis content de faire ce podcast-là parce qu'on a beaucoup de choses aujourd'hui à vous faire part. En premier, on va vous parler, je vais vous donner un peu le sommaire de notre épisode. Il va être un peu fait en deux parties différentes. Il va y avoir en premier une petite partie où on va parler un peu des actualités de cette semaine-là depuis le dernier podcast. Mais aussi, après, on aura le premier invité à vie de CSA l'érable, le premier joueur invité, et non pas premier invité, mais le premier joueur invité, où on va être rejoint par Kristoffer Kinsa de Halifax Wanderers, et on va pouvoir lui poser plusieurs questions et voir un peu son cheminement. Donc, écoutez bien cet épisode parce qu'il y aura cette entrevue un peu plus tard. On commence en premier par les nouvelles de la semaine. On va juste parler des grosses nouvelles qu'il y a eu. En premier, le fait, on avait parlé la semaine passée avec notre ami Mathieu Boutin. On avait parlé bien évidemment du fait que le Fury avait cessé ses activités et on parlait de son projet de Ottawa en CanPL. Mais pour continuer par rapport à ça, on a vu aujourd'hui même, on est le 12 décembre, comme quoi les droits de la franchise en USL de Fury d'Ottawa viennent tout juste d'être acquis par Miami FC. Miami FC, pour ceux qui ne savent pas, c'était le club anciennement entraîné par Alessandro Nesta pour les amoureux de l'Impact. Donc voilà, c'est une grosse nouvelle, n'est-ce pas, Daniel? Effectivement, c'est toute une surprise pour nous tous, là, parce que il y a rarement eu des relocalisations en USL. Puis on avait comme l'impression que le Fury avait un peu comme fait le deuil sur l'argent qu'il avait mis dans ce projet. Donc c'était toute une surprise là. Pour l'info, c'est parce que le manager du Miami FC a été l'entraîneur du Fury. Son nom m'échappe là. Mais c'est lui qui a facilité un peu la transaction. Puis j'imagine que, tu sais, faut pas oublier le Fury, de ce que j'ai compris quand ils ont rejoint la USL. Il y avait déjà le projet de la Canadian Premier League et il y a des fortes chances qu'ils, quand ils sont rentrés, ils avaient prévu une porte de sortie. Donc, finalement, tout est bien qui finit bien de leur côté, là. Ça fera pas revivre le Fury, mais au moins, ça permet à Ozeg, les propriétaires du Fury, de récupérer leur argent. Puis, en même temps, Miami FC rentre dans l'USL à temps pour le début de l'Inter Miami en MLS. Ça va être bouillant de ce côté-là. En tout cas, ça va être drôle. Ce qui est un peu moins drôle, c'est bien évidemment ce qui se passe avec Ottawa. On en a parlé la fois dernière, donc finalement, on a une équipe de moins sur laquelle on pourra parler bien évidemment, CSA l'érable, où on parle juste de soccer canadien. Par contre, c'était quand même intéressant de savoir que les droits de cette équipe canadienne ont été transférés à une équipe américaine. D'un côté, je ne sais pas si c'est une mauvaise chose de plus avoir d'équipe en USL. Maintenant, les équipes canadiennes qui voudront avoir un club professionnel, ils auront le choix, bien évidemment, de rentrer en CanPL. Rentrer en MLS, c'est sûr, je doute très fort qu'il y ait des marchés encore assez forts pour rentrer en MLS. Les trois gros marchés canadiens sont déjà là avec Vancouver, Montréal et puis bien évidemment Toronto. Je Ottawa, doute c'était le fort. seul qui avait eu l'ambition à une époque de le faire, là. Ouais. Et il y avait même un projet de stade et tout. Donc, je pense que il y aura plus, à moins d'un miracle, de circonstances exceptionnelles comme une équipe qui serait trop loin du reste du Canada, ou je pense pas qu'on verra une équipe rejoindre une ligue américaine de sitôt, là.
Exactement, exactement. Donc ça, c'est la première grosse nouvelle, je trouve. Donc finalement, la USL n'aura plus d'équipe canadienne. La deuxième nouvelle, et ça c'est non, c'est pas une petite nouvelle non plus. Ben, je te laisse présenter, Daniel, parce que je trouve que c'est quelque chose qui, je sais, va te faire beaucoup plaisir de présenter. Le premier transfert, un transfert historique. Je te laisse y aller. Ok, bien, comme on en a discuté les dernières semaines, il y a eu des annonces de renouvellement de contrat, il y a eu des annonces de fin de contrat, on a eu des joueurs qui sont partis à l'étranger, on a eu des joueurs qui sont signés, par exemple les deux joueurs des Carabins. Et là, on attendait depuis longtemps le transfert intra-CanPL. Eh bien, roulement de tambour, c'est José Hernandez qui va du Pacific FC au Cavalry FC. Pour l'information, José Hernandez est originaire d'Edmonton. Il a joué, si je ne me trompe pas, avec l'équipe U17 et U20 canadienne. Il a ensuite été aux Whitecaps, dans l'académie des Whitecaps. Et là, il a signé au Pacific FC. Si il avait marqué un but en début de saison, un beau but de la tête d'ailleurs avec le Pacific FC. Il y a eu un bon début de saison, mais il n'a pas été capable de. Honnêtement, j'ai pas trouvé qu'il a assuré pendant toute la saison. Là, savoir est-ce que le Cavalry le veut comme joueur de complément pour atteindre ses minutes de joueur U21. À voir, là. Je trouve ça quand même un peu particulier si le joueur n'a pas assuré avec Pacific, qu'est-ce qu'il va faire avec Cavalry. Et je sais que c'est pas peut-être pas le même statut, mais j'ai entendu dans le podcast de la Canadian Premier League que Escalante et Malanga risquaient de ne pas revenir. Donc peut-être que Hernandez est là un peu pour pallier le départ éventuel d'Escalante. Peut-être pas prendre sa place, mais prendre la place de celui qui va prendre sa place. Ouais, effectivement. Ben, il faut pas oublier aussi que Hernandez, c'est un ailier droit, hein. Donc, c'est un joueur offensif, pour ne pas l'avoir dit. Il est tout jeune, il a 19 ans. Et c'est anciennement un joueur de l'Académie des Whitecaps. Donc, bref, il n'a pas beaucoup joué avec Pacific l'année passée, une dizaine de matchs, 11 si je me trompe pas. Donc, bref, pas beaucoup de matchs. En fait, non, il a joué 11 matchs lors du championnat d'automne, mais il a joué quand même 8 matchs lors du championnat de printemps. Donc, bref, il a finalement joué un peu plus que ce que je pensais. Mais n'empêche, c'est un joueur qui est intéressant. Pas beaucoup de belles stats. C'est un joueur intéressant. Je suis curieux de voir ce que ça va se passer, ce qui va se passer et comment un joueur qui arrive un peu de nulle part va pouvoir un peu se fondre au collectif déjà très en place de Cavalry FC. On sait que Cavalry, on en a parlé plusieurs fois, que Cavalry, c'est la victoire d'un collectif cette année et non pas une victoire de talent individuel. Et j'espère que on va permettre à José Hernandez de se fondre à ce collectif-là. C'est sûr que ça va prendre un peu de temps. Au moins, il a signé assez tôt, donc il fera, c'est sûr, le camp d'entraînement très tôt avec l'équipe pour se donner un peu plus de chance à se fondre au collectif. Ouais, ben c'est sûr qu'avec Tommy Wilden Jr., il se rentre de bonnes mains. Juste hâte de voir ce que ça va être un choix stratégique pour avoir du temps de jeu ou sûr qu'avec le nombre de matchs dans la saison, les matchs rapprochés et tout, il y aura du temps de jeu. En même temps, Gabriel Bittard l'année passée, il n'a pas eu tant de temps de jeu que ça, là. Ouais. Donc à voir là, mais voir aussi qui Pacific va recruter pour le remplacer. Ouais, exactement. En tout cas, ça bouge en CanPL, bien évidemment. Il y a beaucoup de choses qui changent. Eh bien, il y a eu à York 9, pas mal tout le monde a prolongé, là. Il y a quelques points d'interrogation, notamment Ouais, oui. oui, à propos de ça, en fait, à propos de York Nine, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast sur le KNFC, bien évidemment, le podcast où, en fait, c'est devenu un podcast, c'est une émission radio que j'ai avec Média Maghreb, où on a interviewé pendant à peu près 45 minutes Diaïdine Nabzi à Média Maghreb. Ben, je vous le conseille, il a parlé beaucoup de son entente avec les joueurs de York Nine, et puis le fait qu'il y a beaucoup d'entre eux qui reviennent, ça va sûrement aider le collectif aussi. Oui, d'ailleurs,
des points que j'ai trouvé intéressants dans l'entrevue, c'est le fait qu'ils disaient que s'ils ont bien terminé la saison, c'est commencé à avoir des automatismes. D'ailleurs, on l'a vu au niveau des résultats. Donc, c'est pour ça qu'on voit que Yorkland a essayé de garder la plupart de ses joueurs et même les joueurs de complément. Sinon, il y a Gatas qu'on n'est pas sûr est-ce qu'il va revenir. Il y a Telfer que c'est pas clair. Le Toronto FC l'a pas gardé, mais est-ce qu'il va signer à York 9 ou est-ce qu'il peut aller faire plus d'argent dans un autre club de KNPL? Et il y a Springer aussi qui est pas prolongé, donc à suivre. Et il y a un autre truc que je trouve intéressant de sa part, c'est il nous a donné un peu plus d'informations au niveau des années d'option dans les contrats. C'est que ça semble être le club qui lève qui décide de garder le joueur ou pas, comme ça se fait ailleurs dans le monde, là, mais tout le temps des joueurs un peu rebelles qui s'y opposent, qui disent que non, finalement, il ne peut pas lever ma clause. Sinon, il y a aussi Cavalry qui a prolongé quelques joueurs, entre autres son deuxième gardien, Giantsopoulos. Est-ce que ça veut dire qu'il accepte d'être doublure une deuxième année ou est-ce que ça veut dire que Carducci peut peut-être partir, mais comme moi, il est là à suivre? Et il y a le Pacific FC qui a prolongé pas mal de joueurs, entre autres Noah Verhoeven, Terran Campbell, Kading Chung. On a essayé de garder les jeunes. Il y a les vieux encore qu'on attend des nouvelles, là, comme Nakajima Farhan, Haber. Ça s'annonce agité de ce côté-là. Là. Dans les prochaines semaines, on va avoir beaucoup d'actions. Les prochaines semaines et prochains mois même, parce que la saison dernière a commencé fin avril, donc d'ici là, on risque d'avoir beaucoup d'actions. Bref, en tout cas, beaucoup d'actions et c'est sûr, vous serez toujours bien informés ici au podcast TS à l'érable. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, puis on parle de ces transferts-là, on parle un peu de tout. Donc voilà pour notre première partie jusqu'à présent. On va prendre une petite pause et on revient tout de suite avec l'entrevue, bien évidemment, de Chris Novikensa. Nous voilà de retour à cet épisode de CS à l'érable. En fait, c'est le numéro 20. C'est le 20e épisode de CS à l'érable. Puis on s'est dit que quoi de mieux que d'avoir un invité de marque. Un invité de marque. Et grâce à Daniel Cameron qui a commencé lui-même à essayer de contacter un invité de marque, ben, finalement, on a réussi à rejoindre Chris Novikensak pour les intimes. Chris, salut Chris, ça va bien aujourd'hui? Salut, ça va très bien, et vous? Oui, ça va très bien. Ben, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ben, Ça fait plaisir. c'est vraiment agréable de t'avoir avec nous. Ça fait plaisir, je suis vraiment content d'être là ici aussi avec vous, donc c'est pas de problème. Parfait, excellent. Ben, déjà, en premier, pour ceux qui ne te connaissent pas, déjà, j'aimerais mentionner que Chris Novikensa, ben, bien évidemment, c'est un défenseur du club de Halifax Wanderers. Il a joué déjà sa première année avec Halifax l'année passée. Donc là, tu es à ta deuxième année. Parle-nous un peu de ton parcours, Chris. Comment ça se fait déjà? Parle-nous un peu déjà. Je sais que tu es Congolais, par exemple, de la République Ouais, démocratique exactement. du Congo d'origine. Je ne sais pas, est-ce que tu es né à Montréal? Ouais, moi, Voilà, si ça parle-nous un ouais. peu de ton parcours depuis que tu es là. Moi, je suis né à Montréal, c'est mes parents qui sont d'origine congolaise. Malheureusement, j'ai jamais eu la chance ou le temps d'y aller. C'est sûr que c'est ce que j'aimerais faire dans ma vie. Donc, moi, j'ai commencé à jouer au soccer ici à l'âge de peut-être 10 ans. J'ai commencé à jouer dans le récréatif avec les Boucaniers. Ensuite de ça, je me suis promené un peu entre les Boucaniers, les Jets. J'ai fini à Palignos. C'est là qu'on peut dire que ça a vraiment commencé à jouer sérieux. Et je me suis dit que genre, je voudrais vraiment faire ça de ma vie. C'est à peu près à l'âge de 13 ans, quand c'était l'année des sélections régionales. J'ai joué avec Concordia, puis ça s'est passé super bien. On avait gagné le tournoi et tout. Puis ensuite de ça, que j'ai fait les équipes du Québec, le CNHP. J'ai fait les matchs Québec-Ontario avec les équipes du Québec. Puis ensuite de ça, avec Palignos, le club que je jouais quand on était U14, je crois, ou U13, on a gagné le championnat canadien. Oui. Donc, c'est là que ça a commencé à. Je crois que notre profil tous les joueurs de l'équipe a commencé à cligner aux yeux de à peu près tous les coachs et tous les recruteurs qui étaient dans les environs de Montréal. Donc, ensuite de ça, c'est là que j'ai fait plusieurs camps d'identification avec l'équipe nationale du Canada, genre à l'âge de 15 ans, 17 ans, puis j'ai aussi fait les U21. Puis c'est de là que vraiment tout a commencé. Puis ensuite de ça, à l'âge de 17 ans, je suis allé rejoindre l'Académie de l'Impact de Montréal. Puis j'ai passé 2 ans là-bas, de 17 à 19 ans.
Et à la fin de la saison de l'Académie à Montréal, je n'ai pas été gardé malheureusement pour la première équipe. Mais par la chance que j'ai eue, j'ai quand même trouvé un autre club qui était le HFX Wanderers. Puis j'ai passé ma première année avec eux. Puis c'est vraiment une année qui est mémorable pour moi. Donc j'ai pu faire mes débuts en tant que joueur professionnel et j'ai vraiment aimé ça. Parfait. Parle-nous un peu de l'Académie de l'Impact. Comment s'est passé tes 2 ans là-bas? Mes années à l'académie, ils étaient vraiment, vraiment très bonnes, je veux dire. Au début, je suis arrivé, il y avait déjà, j'étais avec l'équipe de U19, puis j'étais dans l'année plus jeune. Donc, l'équipe était déjà un peu stabilisée, ils connaissaient leurs joueurs et tout. Donc, moi, j'ai commencé en tant que remplaçant au début de la saison parce qu'on ne me connaissait pas vraiment. Mais après 2, 3 matchs, ça s'est fait vite fait. J'ai eu ma chance, j'ai prouvé. Puis ensuite de ça, j'ai joué partant d'après ces 3 matchs-là. Pendant les 2 ans, j'ai joué partant tous les matchs. J'ai fait des bonnes prestations. Plusieurs fois, j'allais m'entraîner avec la première équipe. J'ai bien fait aussi le travail que j'allais faire là-bas. Mais donc, je crois qu'à l'Impact, vraiment, c'est vraiment une équipe qui m'a, l'académie, ça a vraiment permis vraiment de perfectionner genre ma façon de jouer parce que je savais comment jouer, mais il faut toujours quelqu'un qui va t'aider à ajuster vraiment tous les déchets techniques que tu fais. Donc, à l'académie, ça a vraiment aidé à travailler sur moi sur ce point-là. Parfait. Donc, ça, en fait, tu as peaufiné un peu ta technique en étant à l'académie, ce qui est quelque chose d'extraordinaire, effectivement. Et puis Ouais, après, tu as exactement. dit, malheureusement, ça s'est pas, je vais pas dire mal fini, mais bon, ça n'a pas abouti à un contrat professionnel Mhm. pour toi. Mais par contre, tu as rejoint, comme tu l'as dit, les Halifax Wanderers. Comment s'est fait le contact entre toi et les Wanderers? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était simple? Ta décision, déjà, c'est quand même difficile. Tu changes de province, tu changes c'est peut-être la première fois, ta première expérience en dehors du Québec. Explique-nous un peu ce côté-là, comment s'est fait ce contact-là et combien a été difficile cette décision-là ou est-ce qu'elle était facile en fait? Comment ça s'est fait? J'aurais bien voulu vous le dire. Même moi, je suis toujours à la demande où j'essaie de savoir comment c'est fait. J'ai un agent. J'ai un agent. OK? Ouais. Donc, mon agent a fait les démarches dont je ne savais point. Puis, juste un jour au lendemain, j'ai entendu dire que la HFX, la Halifax Wanderers, avait un contrat pour moi. Puis, ils étaient vraiment intéressés par moi et tout. Mais moi, je ne savais aucunement. Donc, j'ai été surpris, tout comme vous avez été surpris sur moi. Donc, c'est pour ça que j'ai eu cette chance-là. Puis, parce que, comme vous avez dit, je suis jamais passé un temps à jouer à l'extérieur. Donc, c'est vraiment une décision qui était dure à prendre par rapport à ma famille, être loin de ma famille, mes amis et tout le monde. Mais je savais que dans ma vie, c'est ça que je voulais faire, jouer au soccer. Donc, il fallait que je sois capable d'être en mesure de pouvoir vivre dans ces conditions-là, à l'extérieur et loin de ma famille. Donc, j'étais pas mal prêt mentalement à ce que tout ça arrive. Puis quand c'est arrivé, j'ai juste dit, on y va, puis on part avec l'expérience. Puis j'ai aucun regret avec ça. C'est cool, c'est cool. Et est-ce que tu trouves que comme tu as été bien accueilli à Halifax, c'est passé comment ton adaptation? Oh, Halifax, c'est super bien là-bas, la ville, les fans, le monde. Là-bas, c'est vraiment une ville où tout le monde est vraiment réuni, tout le monde est vraiment proche, chaleureux, gentil. Donc, déjà, avec les fans, les supporters, ça s'est passé très facilement. C'était très bien. Même des fois, on perdait, mais c'était quand même là derrière nous à nous remonter le moral. Puis avec mes coéquipiers aussi, ça s'est vraiment bien passé. Comme tout le monde venait d'un peu partout, parce qu'on était vraiment une des seules équipes qui était vraiment avec des joueurs qui venaient de partout dans le monde. Donc, tout le monde s'est réuni au même endroit. Donc, ça a été facile de communiquer. Il n'y a pas eu de clics dès le début. C'était juste, tout s'est fait naturellement. Ça marchait, on s'entendait avec tout le monde parce qu'on vivait aussi tous sur dans le même bâtiment. Donc, c'était vraiment facile de s'entendre avec le temps. Puis, on est tous devenus des frères très facilement. Puis, c'est ça qui m'a permis de enlever un stress direct. Ben ça, c'est magnifique ce que tu viens de dire, comme quoi, effectivement, il y a quand même une certaine sorte de communauté, en fait, au sein de cette équipe d'Halifax. Vous avez dit, vous êtes Ouais. tous un peu, ben, vous habitez l'un à côté de l'autre, donc c'est sûr que ça doit beaucoup aider cette proximité-là. Mais moi, j'aimerais parler, c'est sûr, bien évidemment, c'est qu'Halifax, c'est un nouveau club. D'être d'être créé. Est-ce que ben, c'est sûr qu'au début, ça a dû être un gros changement par rapport à une organisation comme l'Impact de Montréal. C'est sûr qu'il y a une différence entre l'Impact et HFX, donc Halifax. Tu peux nous décrire un peu cette différence-là? Est-ce que tu as senti cette différence-là, que ce soit dans l'organisation ou quoi que ce soit? Ben, on va se le dire au début, c'est sûr qu'il y en avait beaucoup, comme une grosse différence. Un impact, c'est vraiment tout était perfectionné, tout était parfait, tout était genre, que ce soit au niveau organisation par rapport à match, tout ce qui se passe vraiment par rapport, même sur le terrain, les entraînements ou les stades ou genre les vestiaires, qui relient vraiment à tout. À l'impact, c'était parfait parce que ça fait longtemps que
que ça existe. Ça fait longtemps qu'ils travaillent sur ça. Puis chaque année, ils font en sorte que ça devienne mieux. Mais c'est sûr qu'à Halifax, quand on est arrivé, tout s'est fait rapidement. Même le stade, ils ont fini de faire nos vestiaires, ont été finis pendant la moitié de saison. C'est là qu'ils ont été finalement terminés. Donc au début, c'était un peu, on peut dire un peu un petit bordel, mais c'était un peu normal. On s'attendait à ça parce que la Ligue est arrivée, tout est arrivé très rapidement. Donc niveau organisation, je crois que c'était très compliqué pour eux, mais c'était vraiment du monde qu'ils ont vraiment tout donné, qu'ils ont travaillé à arrache-pied jour et nuit, juste pour pouvoir faire en sorte de nous rendre la tâche à nous plus simple, avoir juste une idée en tête, c'est de jouer sur le terrain. Donc, je crois que c'est ça qui a été mieux. Ils ont vraiment aidé avec tout ça, mais sinon, c'est vrai qu'il y avait une grosse différence niveau organisation et tout. Exactement. Et en plus, je vois, pour le dire à nos auditeurs, pour ceux qui n'ont pas vu de tes matchs, tu as joué défenseur central. Est-ce qu'il y a d'autres postes que tu aimes jouer? Est-ce que ça a toujours été ton poste de prédilection? Est-ce que plus jeune, tu jouais à ce poste-là aussi? Ou est-ce que tu as joué un peu partout? Bref, parle-nous un peu de si tu as une certaine polyvalence ou tu es plus quelqu'un qui est beaucoup plus concentré sur le poste de défenseur central? Moi, je peux vous le dire, je crois que j'ai joué toutes les positions qui sont jouables sur un terrain de soccer. Même Donc, gardien? même gardien, j'ai joué Oh, gardien wow! au début. J'ai joué gardien en étant jeune. Donc, avec Halifax, même à Halifax, j'ai joué, je crois, à 6-7 positions. Donc, la position que j'ai commencé plus à jouer, c'est en tant que milieu défensif, au milieu de Mhm. terrain en tant que 6. Puis ensuite de ça, j'ai été descendu en tant que centraux. On m'a baladé à droite, latéral droit. Puis comme des fois, j'aime beaucoup utiliser mon pied gauche, donc je suis allé latéral gauche. J'ai joué plus centraux gauche que droite. J'ai joué au milieu. Des fois, on m'a mis ailier parce que quand on perd des matchs, il faut que je défende puis mettre le ailier. Donc, j'ai joué vraiment littéralement partout. La position que je me sens le plus à l'aise, plus confortable maintenant, c'est plus défenseur central. C'est la position que j'ai pu jouer longtemps. Mais sinon, je suis un joueur très polyvalent. Donc, je joue, on me met. Puis, je ne suis pas du genre à chialer. Je suis du genre à perfectionner sur le terrain et faire mon mieux pour impressionner les coachs, pour montrer que je peux jouer partout. Au niveau de l'entre-saison, c'est là, la saison est terminée. On a eu beaucoup de nouvelles à Halifax ces derniers jours, notamment John Michael Williams qui a pris sa retraite, qui est devenu entraîneur des gardiens. T'en pensais quoi de ça? Oh, je l'avais vu venir. Je l'avais vu venir. Sa relation avec les gardiens et avec le staff de Jan était vraiment très proche. Même en entraînement, des fois, je pensais que c'était un coach parce qu'il allait faire les interventions. Dans sa tête, il était déjà prêt à ça, je crois. Je crois qu'il était déjà prêt à être un coach. Donc, il attendait juste de trouver l'équipe ou sinon le bon moment pour ça. Donc, il m'en avait parlé aussi qu'il se disait qu'il voulait prendre sa retraite et tout. On la voyait pas sérieusement, vraiment. Genre, on disait, OK, oui, mais on ne pensait pas que c'était vrai. Mais donc, comme j'ai vu que c'est arrivé, je n'ai pas été surpris. J'ai dit comme, ah ouais, il a vraiment fait. Puis je suis vraiment content pour lui qu'il revienne à Halifax et tout, parce que je sais qu'il a adoré cette ville-là. Donc, ouais, je n'ai pas vraiment été surpris. Puis c'est bien, je suis content pour ça. Et tu as ton coéquipier en défense centrale, Peter Shaw, qui a été annoncé aujourd'hui aussi. Ouais, exactement. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'attendais. Je suis vraiment très heureux parce que c'est vraiment un grand défenseur. Donc, moi, je le vois jouer, puis je prends tout ce qu'il fait, puis j'essaie de le mettre en pratique. Puis donc, j'admire jouer avec des joueurs comme ça. Donc, c'est super. Parfait. J'aimerais juste mentionner par rapport à Peter Schall, parce que sa situation est un peu exceptionnelle, parce qu'on sait que, bien évidemment, il a commencé la saison avec vous l'année passée à Halifax, puis au milieu de la saison, en fait, il a décidé de revenir aux études, donc il a quitté le club, puis là, il vient de re-signer pour le club. C'est un peu spécial, ce côté-là, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans les autres ligues dans le monde. Est-ce que vous en avez parlé de sa décision de quitter pour retourner aux études? Est-ce que vous l'avez compris, vous l'avez supporté ou est-ce que c'était un peu un gros choc pour vous, ses coéquipiers? Nous, en tant que coéquipier, on l'avait su dès le début de la saison. OK. Début de la saison, il savait déjà qu'il y avait, rendu au milieu de fin de saison, il devrait choisir entre retourner aux études ou continuer la saison. Donc, tout le long, on disait qu'on allait voir avec ça, puis on allait voir par rapport à nous si on était en bataille pour gagner le championnat, si on était dans, on va dire, premier ou deuxième, puis on avait besoin de gagner nos derniers matchs absolument pour gagner le championnat. Je crois que c'est ça qui s'était dit de se mettre en valeur de genre, si on est vraiment en train de se battre pour gagner le championnat, il serait resté. Mais sinon, je crois qu'il s'était dit que genre, si ça ne valait pas la peine de rater toutes ses études, même si on n'allait pas genre, avoir la chance de gagner. Donc, je crois qu'il a décidé d'aller vers les études, que tout le monde le soutenait pour ça. Puis, je crois que la plupart du monde trouvait que c'était la meilleure décision qu'il pourrait faire entre les deux. Parce que c'est sûr que manquer ces études-là, devoir après reprendre des années pour rien,
tandis qu'il finissait sa dernière année maintenant. Donc, en plus de ça, maintenant, il est de retour. Puis, la saison prochaine, il va jouer jusqu'à la fin. C'est super pour lui. Ouais. Et là, il y a eu pas mal de nouvelles aussi au niveau des arrivées. Il y a eu deux gars de Montréal qui s'en viennent, Omar Kreim et Aboubakar Sissoko, qui étaient chez les Carabins. Est-ce que toi, tu les connais? Ouais, Aboubacar, j'ai joué avec lui à Palainos. Il était avec l'équipe senior. Je crois que j'avais 16, 15. Puis je montais jouer avec eux aussi. Donc lui, il jouait au même poste que moi. Donc ça a toujours été plus jeune. Ça a toujours été le milieu de terrain défensif que je regardais. Puis qu'on me comparait avec. On avait à peu près le même style quand je jouais plus dans ce poste-là. Donc j'ai toujours regardé en tant qu'un grand joueur. Puis j'ai toujours suivi ce qu'il faisait. Puis là, le fait de voir qu'il vient avec moi maintenant, c'est vraiment un honneur pour moi. Puis je suis vraiment content pour lui parce qu'on est proches, puis on se parlait toujours même après que j'ai quitté Paniagnos. Donc, le voir qu'il vient ici avec maintenant, puis je sais qu'il a un très grand niveau, donc je suis content pour ça. Et Et, Omar Kram, non, lui, j'ai jamais joué avec lui, mais je sais que j'ai déjà fait des entraînements avec lui il y a quelques années, quand je m'entraînais un peu juste comme ça avec l'Université de Montréal. Donc, je sais que j'ai déjà joué sur le même terrain que lui. Puis, ouais, il a un excellent niveau, puis j'ai vu plusieurs vidéos, donc je sais que c'est un joueur qui est capable de faire la différence au bon moment dans un match. oui, et il y a aussi un autre qui a signé, Ibrahima Sano, qui vient de l'île du Prince-Édouard, d'origine guinéenne. Si t'as entendu Ouais. parler de lui, là, c'est un attaquant. J'ai vu qu'il y a des bonnes statistiques offensives, là. Je sais pas si tu avais entendu parler de lui. Non, moi, je ne connaissais aucunement, mais j'ai les gardiens de notre équipe, il m'a dit que c'était vraiment un très bon joueur et qu'il était vraiment content. Donc, si lui, il connaît, puis il me dit ça, donc je crois que c'est vraiment un bon joueur. Donc, je suis content pour ça. Plus de bons joueurs qu'on a, plus c'est parfait pour nous. Ouais, mais tant mieux, ça vous fera beaucoup de francophones dans l'équipe. Ouais, c'est ça, parce qu'il parle français, c'est ça qu'il m'a dit, donc c'est parfait ça. Oui, effectivement, et en propos des francophones, vous êtes aussi plusieurs de l'Impact de Montréal, quand même, hein? Donc, c'est ça, je sais qu'il y a par exemple Vincent Lamy qui est là, il y en a plusieurs qui sont là. Est-ce que vous vous êtes parlé avant avant de faire le saut à Halifax? Vous avez décidé ça en groupe ou est-ce que Euh, c'était vraiment moi, je... chacun de son côté? moi, je connaissais juste Vincent Lamy. Donc, OK. Vincent, il me l'avait dit qu'il avait signé. Puis moi, quand il me l'a dit, je pensais pas que j'allais là-bas. Puis quand j'ai eu la demande, j'ai dit, Yo, Vincent, je viens d'avoir la demande. Il était comme impossible. Là, je suis comme, ouais, puis là, là, ça m'a donné une envie de plus d'y aller parce que moi et lui, on était vraiment proches. Puis on joue ensemble depuis vraiment jeune au CNHP. Donc, on a dit, comme, OK, let's go, on y va. Puis on vivait ensemble. Donc, c'est super. Mais pour les autres, Shakib, Zachary, puis tous les autres qui étaient là-bas, eux, je n'ai jamais connu, jamais joué avec eux, jamais vu. Donc, juste les connaître, ça s'est fait direct parce qu'on parle français, on vient de la même place. Puis je crois que ça a vraiment marché entre nous. Donc, on était souvent ensemble, hors du terrain. Donc, je crois qu'on a une bonne relation qui va continuer à durer. Parfait. J'aimerais juste ajouter une chose. Est-ce que c'est sûr que parler français, c'est très bien parce que ça amène un peu, ben, c'est sûr, une certaine homogénéité dans ce groupe-là. Par contre, c'est sûr, est-ce que ça crée, est-ce qu'il y a un peu, ça crée un peu une fissure entre les anglophones et les francophones parce que c'est quand même compliqué. On se retrouve à autant de français. Peut-être que des fois, vous oubliez de parler anglais, par exemple. Il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas ou est-ce que non, finalement, ça s'est bien fait? Ouais, c'est sûr qu'au début, on a un réflexe de qu'on se voit par les Français direct. Puis il y avait même, ou sinon, des fois, on est à la table, on mange, puis on est comme trois Français, puis le reste anglophone. Donc, on a genre le réflexe par les Français, mais les autres sont là, puis ils ne comprennent pas, puis ils nous regardent comme, Come on, guys, speak English for us. Et on est comme, oh, c'est vrai, comme on a oublié. Puis après, on s'adapte, puis on parle anglais. Mais c'est juste qu'au début, c'est vraiment, il y avait plusieurs moments comme ça. Puis des fois, on se sent mal parce que souvent, ils pensent que, genre, on parle dans leur dos mais aucunement, tu vois. Mais c'est juste que des fois, c'est pas clair. Puis, au début, c'était un peu un struggle, mais à la fin de ça, c'était parfait. Puis, on a compris, puis ça s'est réglé. Puis, tout à l'heure, tu nous avais parlé de ton expérience avec l'équipe nationale. Je sais que tu avais participé aux Jeux de la francophonie avec le Canada et tu avais aussi été présélectionné par l'équipe de République démocratique du Congo. D'ailleurs, avec le Canada, tu avais joué contre la République démocratique du Congo aux Jeux de la Ouais. francophonie, si je me trompe pas, oui. Donc, est-ce que au niveau de ton avenir international, est-ce que tu as fait un choix ou tu attends de voir qui va te sélectionner ou J'ai pas fait un choix encore. C'est plus vraiment d'attendre de voir qui va vouloir me sélectionner, avec qui je vais avoir la chance d'avoir plus de temps de jeu et avec qui je vais me sentir le mieux aussi. Donc, je reste à voir, il reste encore à voir. Je suis encore jeune.
puis on verra où ça va amener. Mais non, j'ai pas eu de choix encore. Mais les deux, je suis ouvert aux deux. Tu l'auras ton voyage au Congo, alors Exact. peut-être. C'est ça que si j'ai la chance, je crois que j'hésiterai pas. Parfait, parfait. Et moi, j'aimerais ajouter, c'est sûr que on a parlé un peu de ta polyvalence, bien évidemment, sur le terrain avec HFX. Et toi, bien évidemment, sur le plan personnel, comment tu juges ta première saison en KNPL? Toi, personnellement, qu'est-ce que tu as envie d'améliorer pour dans le futur? On sait que tu es un jeune joueur, hein, tu as juste 20 ans, tu vas avoir 21 ans bientôt, dans presque un mois. Mais est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais vraiment te concentrer dessus pour t'améliorer, pour devenir encore un meilleur joueur? Est-ce que tu aimerais, par exemple, que l'entraîneur te fasse un peu plus confiance dans une seule position pour pouvoir encore plus amasser des minutes de jeu, puis t'améliorer dans ce poste-là, avoir plus d'automatisme? Bref, quels sont tes objectifs après une première saison? Quels sont tes objectifs pour la deuxième? Mais c'est exactement ça. J'aimerais juste que j'aille une position qui est plus, genre, on me dit plus que je veux jouer cette position-là, puis je joue, puis j'ai la chance de travailler sur cette position-là, de m'améliorer à chaque moment dans cette position-là. Puis c'est ça que je voudrais vraiment pour l'année qui arrive. Donc, mais c'est sûr que s'il y a besoin de moi en tant que grand fort dans d'autres positions, j'ai pas de problème à aller. Mais je préfère vraiment qu'il pense à moi en tant qu'une position au lieu de penser à moi vraiment globalement. Donc, ça fait juste le fait qu'après ça, je suis comme quelle position je joue, je sais pas. Mes habitudes, ils changent par position parce que d'être au milieu et sur l'aile, c'est vraiment différent. Donc, c'est juste que après ça, tu oublies un peu ou tu n'es genre plus tant sûr ni tant confiance sur le terrain. Donc, je crois que ce serait quelque chose que je voudrais vraiment faire en sorte que l'année prochaine, ça marche. Et aussi faire attention aux blessures parce que tout ce qui est blessure fait en sorte que tu manques du temps de jeu. Puis quand tu manques du temps de jeu, le coach perd confiance en toi. Puis c'est ça qui fait en sorte que ta saison passe de super bien à correct, tu vois. Exactement, OK. Mais est-ce que, et toi, ta première saison déjà, comment tu l'as jugée? Est-ce que tu vois une grosse différence entre le fait de jouer pro, par exemple, et toi, est-ce que tu sens qu'il y a des choses que tu aurais pu faire mieux pour une première saison? Parce que c'est sûr que tu as quand même eu une bonne saison. Je pense que tu as joué. Moi, je ne m'attendais pas à ce que tu joues autant, mais tu as beaucoup joué. C'est quand même très bien. Comment tu te sens après cette première saison-là? À la fin de tout ça, je me sens bien, je me sens content de la saison que j'ai faite. Comme si j'ai re-signé, c'est parce que peut-être ça veut dire que j'ai montré au coach que je savais jouer, donc c'est quand même Ouais. une bonne saison. Mais à la fin de tout ça, j'ai quand même quelques regrets, des déceptions. Parce qu'au début de la saison, tout allait super bien. Je jouais tous les matchs, mais j'ai eu une blessure qui a fait en sorte que j'ai manqué beaucoup de temps. J'ai manqué quand même un mois et demi de jeu. Donc, quand je reviens, il faut encore du temps de réadaptation. Donc, ça prend du temps. Ça fait en sorte qu'on t'oublie puis on te laisse de côté. Donc, c'est ça qui fait en sorte que c'est un autre travail. Donc, quand je suis revenu, il fallait que je me bats encore avec tout le monde. Puis tout le monde était déjà à l'aise, avait déjà de l'expérience. Puis niveau amateur, quand je jouais pas pro, c'était facile de revenir au jeu. Tu revenais direct, puis c'est fait, tu étais à ta position de partant, puis le tour était joué. Mais en tant que pro, j'ai vraiment compris que c'est vraiment professionnel. Donc, si tu sors du jeu, quelqu'un va venir, puis va faire le travail, puis on peut t'oublier, même si tu étais le joueur qui faisait le travail au début. Donc, je crois que j'ai vraiment aimé ma saison en général parce que j'ai vraiment travaillé sur ça, puis j'ai vraiment travaillé sur moi dans ces moments-là où c'était des moments faibles. J'ai quand même pu me remonter le moral par moi-même et recontinuer à travailler fort. C'est pour ça que j'ai pu finir la saison en tant que jouer plusieurs matchs quand même, comme au début de saison. Puis ouais, en général, ma saison était vraiment bonne. Puis j'espère que l'année d'après, l'année prochaine, je vais encore montrer plus et montrer au coach et à tout le monde que je suis capable de faire encore plus, puis ils n'ont encore rien vu. Donc, bref, t'es revanchard. T'es vraiment revanchard. Ben, pas revanchard parce que t'as pas eu une mauvaise saison non plus, mais tu veux Ouais, encore prouver que tu pourrais être un titulaire indiscutable dans ce club-là. ouais, bien sûr. Et je pense que, au vu de tes qualités, effectivement, tu devrais pouvoir le faire. En tout cas, j'ai été très Ouais, impressionné par ce que j'ai vu, moi, personnellement. Vraiment, merci. une très, très, très bonne saison quand tu étais là. Vraiment, félicitations de ce Merci point de beaucoup. vue-là. Là. Parfait. Merci beaucoup pour ça. Oui, donc c'est ça. Donc c'est parfait. Toi, je vois aussi que tu as. On a parlé beaucoup de la CanPL, on a beaucoup parlé du fait que tu as déménagé, que tu es allé jusqu'à Halifax. Est-ce que tu penses, par rapport à la CanPL, est-ce que tu penses que il est temps qu'il y ait la CanPL au Québec? Ou Ah, bien est-ce sûr, que bien tu sûr. attends ça avec impatience un peu? Bien sûr, il est temps, il est vraiment temps. Ici, le Québec, c'est une grosse province.
une province où le foot, on le sent ici, que tout le monde joue un peu partout. Donc, je crois qu'il faut vraiment un club ici parce qu'il y a encore beaucoup de talents québécois qui sont ici. Puis dans la CANPL, on n'est pas tant de Québécois. Comme je peux encore les compter sur mes deux mains, je crois presque. Donc, je me dis qu'il faut absolument une équipe au Québec parce qu'il y a tellement de joueurs québécois qui devraient avoir leur chance. Aussi, sûr, ça va inspirer tous les jeunes puis les motiver de voir qu'il y a une équipe à 2 coins de rue, puis eux, ils sont à 3 coins de rue, puis ils s'entraînent. Donc, je crois que ça va vraiment être facile pour eux de travailler fort et de faire en mesure que leurs rêves deviennent possibles. Donc, je le souhaite aussi parce que moi, si je joue à l'extérieur, puis j'aimerais revenir au Québec, jouer à la maison, des matchs contre une équipe qui est ici, puis devant ma famille et mes amis, ça serait super bien aussi. Oui, effectivement, c'est sûr que c'est quand même important de faire en sorte d'avoir une équipe au Québec et de te permettre, bien évidemment, de t'exprimer encore plus. Et c'est sûr, bien évidemment, je suis sûr qu'il y a plein d'amis qui ont, qu'il y a plein d'amis qui ont voulu à un moment donné peut-être faire une carrière professionnelle, puis ils ont décidé de ne pas continuer, je suppose, non, du fait qu'il n'y ait pas d'équipe professionnelle, non? Est-ce que tu en as eu, tu connais plusieurs personnes qui ont hésité à faire ce saut-là que toi tu as fait d'aller à Halifax? Ouais, je crois pas que c'est faire le saut. Je crois que si le monde qui aurait eu la chance, ils l'auraient tous fait, mais je crois que c'est qu'ils ont pas, pas tout le monde qui a eu cette chance-là de faire ce saut-là à cause qu'il y avait un manque il n'y avait pas assez d'équipes, genre. Donc, c'est ça qu'il y a du monde qui ont été malchanceux, qui n'ont pas eu la chance que j'ai eu de faire le saut direct en pro, mais qui sont toujours ici et qui travaillent, puis essaient, qui continuent à travailler fort et qui prient pour un jour avoir la chance de faire ce saut en pro. Donc, je crois qu'une équipe ici les aiderait grandement à faire ce saut-là pour aller jouer en pro. D'accord, parfait, excellent. Donc, bref, ça c'est par rapport à la CanPL au Québec. Est-ce que tu as par exemple une préférence pour une ville? Je sais qu'il y a plusieurs villes au Québec qui sont en lice. Il parle beaucoup il y a des groupes de supporters un peu partout qui sont en train de pop-up, comme on dit en anglais. Est-ce que tu as une préférence? Est-ce que tu penses que par exemple ce serait viable d'avoir un autre club à Montréal en CanPL, en plus de l'Impact de Montréal? Ou est-ce que tu vois plus un club par exemple à Longueuil ou à Laval ou à Sherbrooke, à Québec? Qu'est-ce que tu penses selon toi, juste comme ça, pour la forme? Moi, je crois qu'un club à Montréal serait un peu compliqué déjà qu'à l'Impact. Donc, ça ferait un peu beaucoup de problèmes, je sais pas, à niveau partisan. Donc, je crois que je verrais plus un club que ce soit à Laval, Sherbrooke, Québec, parce que là-bas, ils ont leur ville. Donc, pour en faire, ils ont leurs supporters qui vont pouvoir venir regarder les matchs, puis pas trop mélanger ni créer de conflits avec l'Impact de Montréal. Donc, je crois que ce serait vraiment mieux un club qui se situe à l'extérieur de Montréal. Mais si c'est à Montréal, peut-être ce serait super bien si ça marche, la question. Donc, moi, je crois, je sais pas tellement le pressentiment que ça marcherait super bien à cause de l'impact. Mais s'il y en a un club à Montréal et ça marche, c'est sûr que ce serait vraiment parfait. Parce que Montréal, c'est vraiment une des plus grandes villes. Puis une ville où il y a tellement de monde, tellement de potentiel. Donc, c'est sûr que ce serait super. Oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Bref, parlons un peu de cette CanPL-là. Déjà, comment tu as trouvé ce niveau, le niveau de cette CanPL-là? Est-ce que tu t'attendais à un niveau? Parce que personnellement, je sais pas, on en a parlé souvent dans ce podcast-là. On a été impressionné par le niveau de la CanPL. On ne s'attendait pas à un niveau aussi élevé. On s'attendait à un niveau un peu inférieur à l'USL Championship. Par contre, on a remarqué qu'effectivement, le niveau de la CanPL était très proche très très proche en fait du niveau de l'USL Championship. C'est quand même impressionnant. Est-ce que toi, tu t'attendais à ce niveau-là ou tu étais un Non, peu sceptique? c'est la même façon, j'étais très sceptique, on va dire. J'étais pas tant sûr. Au début, quand on a plus entendu parler de la 4PL, c'est genre, oh, quel genre de niveau il va avoir dans ça. Puis je m'attendais pas vraiment à un gros niveau. Donc je me suis dit, genre, tu vois, tu vas aller là-bas, tu fais ton mieux, tu joues. Mais je m'attendais pas à quelque chose de super gros. Donc quand je suis arrivé là-bas, puis on a commencé à jouer, puis je voyais que, ouais, il y a un niveau, ouais, le monde, tu vois, des joueurs qui sont vraiment très talentueux, comme on peut le voir. Il y a des joueurs qui sont capables de faire la différence. Puis c'est là que j'ai compris que, OK, ouais, il y a vraiment du niveau dans cette ligue-là. Et donc, il va falloir que je remonte le mien pour être sûr de pouvoir jouer et continuer à jouer des matchs. Donc, je suis vraiment très impressionné du niveau. Donc, je peux dire que, ouais, il y en a. Et par rapport au niveau joueur qui t'a impressionné, dans la ligue en général, c'est qui le joueur qui t'a le plus impressionné, tout club confondu, là? Tout club confondu. Moi, si je parlerais plus pour moi au niveau poste pour poste, parce que les autres postes, je les regarde plus différemment que comme je regarde le monde qui joue même poste que moi. Le monde qui joue même poste que moi, c'est plus, je m'inspire d'eux, je prends ce qu'ils font de bon, j'essaie de voir comment je pourrais mettre ça dans mon jeu. Donc moi, c'est vraiment un joueur comme Dominique Zator de Calgary, défenseur central, que j'ai vraiment beaucoup vu avec eux, même quand je jouais contre lui.
la façon qu'il jouait sur le terrain. J'ai vraiment aimé la façon qu'il jouait. Puis il était très bon au niveau défensivement, comme offensivement, il arrivait à faire ces choses. Puis lui aussi, il a été baladé en tant que position comme moi, à peu près. Il jouait central, latéral. Donc j'ai vraiment vu plusieurs de ses matchs. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment été épaté par rapport à son niveau. D'ailleurs, il a été sélectionné avec l'équipe nationale il y a quelques semaines. Et au niveau des HFX Wanderers, c'est quel joueur qui t'a le plus impressionné? HFX Wanderers, il y en a vraiment plusieurs. Mais si je me dis lui qui m'a plus impressionné, je dirais André Rampasad. Lui, c'est vraiment un joueur au milieu de terrain que ce soit à l'entraînement, sur le match, c'est toujours un joueur qui se donnait vraiment, un joueur qui se donne toujours en entraînement, en match. Il tape vraiment fort sur le terrain, puis niveau techniquement, il était vraiment super. Donc, c'est vraiment un gars que dans l'équipe que je me disais que ouais, lui, c'est important, que j'ai pas de questions à me poser. Puis il y avait aussi André Bonin, que sûrement vous connaissez tous aussi, que vraiment, c'est un joueur qui m'a vraiment épaté aussi niveau endurance, sa vitesse, le travail qu'il donne. Des fois, je me demandais si ça lui arrive d'être fatigué parce qu'il pouvait courir du début jusqu'à la fin du match avec la même vitesse. Parfait. Donc là, on a connu un peu Chris Nsa, un peu du point de vue footballistique. Là, maintenant, on va essayer de connaître un peu Chris l'homme. Donc l'homme derrière le footballeur. Donc je vais te donner deux choix. On va donner des petites questions. Je vais te donner deux choix. Je veux que tu choisisses bien évidemment un des deux. Aussi simple que ça. T'es prêt? Parfait. Je vous écoute. Ok, parfait. Déjà en premier, Van Dijk ou Chiellini? Van Dijk. Ah ouais, ok, parfait. J'étais sûr que tu allais choisir Chiellini qui est un peu plus sage en fait que Van Dijk. Non, parfait. Van Dijk, c'est juste ça me frappe aux yeux. Parfait. Messi ou Ronaldo? Messi deux fois. Messi deux fois. Oh, ok. Liga ou bien Première Ligue? Première Ligue. Parfait. PlayStation ou Xbox? Aucun des deux, mais on va dire PlayStation. Ah, ok, parfait. Aucun des deux. Parfait. Je ne suis pas un jeu vidéo. Tu n'es pas un jeu vidéo du tout. Parfait. Non. Netflix ou cinéma? Intéressant, ça. Cinéma, je pense. Cinéma, parfait. Qu'est-ce que tu as vu comme dernier film? Dernier film que j'ai vu, c'est The Last Christmas, un film de Noël. Ok, Adoré. nice. Adoré, c'est à conseiller. Parfait, excellent. Tu es allé avec des coéquipiers? Tu es à Montréal? Non, c'était plus avec... Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Je comprends. Parfait. Exact. Le prochain, t'es plus série ou film d'habitude? Plus film. Plus film. Mec, c'est quoi ton film préféré? Si jamais je te dis là, donne-moi un film préféré, t'as 3 secondes, 3, 2, 1. 3 secondes. La pression, c'est pas pour moi, ça. Mon film préféré, il y en a tellement que ça... Je sais même pas qu'est-ce que je peux dire. Mais je sais que j'ai adoré le film Goal 1 de soccer. Donc, ok, wow. Oui, c'est vrai que c'était un très bon film. Ouais, effectivement, c'était un très bon film. Sinon, Pelé. Moi, je dirais plus Pelé, je crois. Je suis plus sur Pelé, le film. Cool. Excellent. Et puis, maintenant, je vais te demander une dernière question comme ça. Réponds par oui ou par non. CS à l'érable, c'est ton podcast préféré? Ah? CS à l'érable, c'est ton podcast. Excellent. Écoute, Chris, merci beaucoup d'avoir été là avec nous à cet épisode 20 de CS à l'érable. Vraiment, c'était très agréable de te rencontrer et puis de jaser avec toi. Je veux vraiment te remercier pour ta disponibilité et d'avoir donné ton temps pour nous. Ah, parfait. Moi, je dis merci à vous pour m'avoir invité. Puis, quand vous voulez, je suis toujours là pour vous. Donc, merci encore. Merci beaucoup, Chris. Et, ça fait plaisir. Si on a l'occasion de se reparler, je te souhaite une bonne préparation. Et encore, je te félicite pour cette première saison professionnelle. C'est pas facile à cet âge-là de quitter le nid familial et d'aller dans une autre ville. Tu sais, ça a l'air de rien, mais Halifax, c'est quand même à 12 heures de Montréal en voiture. Là. Exact. En Europe, tu serais rendu trois pays plus loin. Là. Exactement. Donc, c'est tout à fait une très bonne saison et j'espère que ta prochaine saison sera encore meilleure et que tu auras l'occasion de faire ton choix international, si tu vois ce que je veux dire. Oui, exactement. Parfait. Chris, merci encore une fois. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce 20e épisode de CS à l'érable. On vous dit au revoir, puis à la semaine prochaine.